Au départ, elles n'étaient que 3 filles avec de grands rêves. Puis, les Supremes sont devenus un phénomène mondial, enchaînant les tubes. Mais quelque chose a changé. Une seule personne a accaparé toute l'attention, tandis que les autres ont été laissés pour compte. Des promesses ont été brisées et des amitiés se sont effondrées. Diana Ross a maintenant confirmé ce qui s'est réellement passé, et c'est pire que tout ce que l'on pouvait imaginer. Diana Ross est née le 26 mars 1944 à Détroit, dans le Michigan. Ses parents travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leur famille. Diana s'appelait en réalité Diane à la naissance, mais une erreur lors de sa naissance a changé son prénom. Un certificat a changé son nom en Diana et il lui est resté. Elle était la deuxième d'une famille de 6 enfants, grandissant dans un foyer chaleureux et animé. Le Détroit des années 1940 et 1950 connaissait une transformation rapide. De nombreuses familles afro-américaines quittaient le Sud en quête de meilleurs emplois et d'un avenir plus prometteur. Cette vague migratoire a contribué à l'émergence d'une scène musicale vibrante dans la ville. Diana a grandi au milieu de cette effervescence, sans se douter qu'elle y jouerait un jour un rôle si important. À 14 ans, sa famille a déménagé au Brewster Douglas. Ces projets de logements sociaux ont été construits pour offrir aux familles afro-américaines de meilleurs endroits où vivre. Ils proposaient des maisons modernes, ce qui représentait une amélioration pour de nombreuses familles, mais la vie n'y était pas toujours facile. Au fil du temps, le quartier a commencé à se dégrader. Malgré cela, un fort esprit de communauté y régnait. De nombreux jeunes talents vivaient à Brewster Douglas, notamment Smokey Robinson, Mary Wilson et Florence Ballard, qui deviendront toutes des stars de la M-Town. La vie dans les HLM a marqué Diana, qui a fréquenté le lycée technique Cass. Elle s'est initiée à la création de mode et à la couture. Au départ, elle rêvait de devenir styliste, mais tout a basculé lorsqu'elle a rencontré Florence Ballard, sa voisine du même couloir. Florence adorait chanter, toute comme une autre voisine, Mary Wilson. Toutes trois sont devenues très amies, partageant le même rêve de percer dans la musique. Florence a alors eu l'idée de former un groupe vocal et Diana et Mary l'ont rejointe en 1959, lorsque Diana avait 15 ans. Le groupe s'est officiellement formé et s'est baptisé les Primettes, car leur vocation était de Diana Florence Mary et une autre membre, Betty Mlan, formaient le groupe sœur d'un groupe masculin appelé The Primes, qui deviendra plus tard les Temptations. Elles ont commencé à se produire lors d'événements locaux et de concours de jeunes talents à Détroit, reprenant des chansons populaires et progressant à chaque représentation. Le charme et l'assurance de Diana étaient déjà remarquables à l'époque. Leur premier grand succès est survenu lorsqu'elles ont remporté un concours de jeunes talents lors d'un festival le 4 juillet 1960. Plus confiante que jamais, Diana a contacté Smokey Robinson, qui était déjà sous contrat avec M-Town Records. Smokey les a aidés à obtenir une audition avec Berry Gordy, le fondateur de Town, mais l'audition ne s'est pas déroulée comme prévu. Gordy a déclaré qu'ils étaient talentueux, mais trop jeunes, et leur a dit de revenir après le lycée. Cependant, quelque chose l'a fait changer d'avis. Un jour, alors qu'il se rendait à une réunion, Gordy a entendu Diana Ross chanter « There Goes My Baby ». Sa voix l'a subjugué. Tellement impressionné, il a demandé au groupe de chanter à nouveau la chanson sur le chant. Ce moment a tout changé. Lorsqu'ils ont signé, une condition a été posée. Ils devaient choisir un nouveau, Florence Ballard. L'une des membres du groupe a choisi le nom des Supremes sur une liste. Devenir les Supremes ne se résumait pas à un simple nom. Le groupe a également évolué. Composé à l'origine de 4 membres, il est devenu un trio en 1962 suite au départ de Barbara Martin. À peu près au même moment, leur musique et leur image ont également commencé à changer. Berry Gordy a choisi Diana Ross comme chanteuse principale, une décision qui a contrarié Florence Ballard. Pourtant dotée d'une voix puissante, Gordy était convaincu que Diana avait ce petit quelque chose en plus qui leur permettrait de se démarquer encore davantage. M-Town leur a offert un contrat. Grâce à une formation à l'art de se comporter, de s'habiller et de se produire sur scène, elles ont appris à marcher avec grâce, à parler poliment et à se présenter comme des stars élégantes. Cette formation les a aidées à avoir l'allure et le comportement des superstars qu'elles allaient devenir. Malgré tout ce travail, le succès n'a pas été immédiat. Entre 1961 et 1963, les Supremes ont sorti 6 chansons, mais aucune n'est devenue un tube. À Motown, on les surnommait en plaisantant les Supremes sans tube. C'était une période difficile, mais elles n'ont pas abandonné. Fin 1963, leur chance tourna lorsqu'ils sortirent une chanson intitulée «
When the Love Light Starts Shining Through His Eyes, qui atteignit la 23e place du classement Billboard. Pour la première fois, ils eurent le sentiment d'être sur la bonne voie. Cette chanson marqua également le début de leur collaboration avec le duo d'auteurs-compositeurs Hollande-Dossier-Hollande, qui allait contribuer à la création de leur plus grand succès. Leur prochaine grande percée arriva en 1964 avec la chanson Where Did Our Love Go? Cette chanson n'était même pas destinée à eux. Elle fut refusée par un autre groupe et même les Supremes ne l'apprécièrent pas. Au début, on avait demandé à Diana Ross de chanter d'une voix plus grave, ce qui devint plus tard sa signature stylistique. La chanson avait une mélodie simple et entraînante, avec les chœurs « Baby Baby » et un rythme percutant. Les fans l'adorèrent lors de leur tournée estivale. Les Supremes comprirent qu'un phénomène se produisait lorsque le public commença à les acclamer. En août, la chanson était numéro 1 des charts, où elle resta 2 semaines, propulsant les Supremes au rang de star. Après « Where Did Our Love Go?», les Supremes devinrent irrésistibles. Cela s'explique notamment par le traitement de faveur accordé à Diana Ross par Gordy. Cela a causé de sérieux problèmes aux Supremes. Tout a commencé en 1964, après le divorce de Gordy, lorsqu'il a engagé Ross, beaucoup plus jeune que lui. Gordy a admis plus tard ouvertement que Ross était sa préférée, disant qu'il croyait qu'elle possédait ce petit quelque chose qui manquait à Mary Wilson. Il a décidé que Ross chanterait en solo, ce qui lui a permis de se faire davantage remarquer. En 1967, il a même rebaptisé le groupe Diana Ross and the Supremes, affirmant clairement qu'elle était la star. Cette décision a perturbé le groupe et a fait croire à tout le monde que Ross était sur le point de partir. Gordy a passé beaucoup de temps à... L'argent investi dans la promotion de Ross lui offrait de plus beaux costumes et la plaçait au centre de chaque performance. À cette époque, la plupart des enregistrements n'incluaient même plus les autres Supremes. Des choristes les remplaçaient, laissant Mary et Florence Ballard de côté. Ce favoritisme était particulièrement difficile à vivre pour Florence, qui avait déjà beaucoup souffert. À 6 ans, elle avait été agressée et violée, un événement qui l'avait profondément marquée. Mary écrivit plus tard que ce traumatisme l'avait marquée à jamais, la laissant effrayée. Le fait d'être mise à l'écart au sein du groupe, déjà vulnérable, n'a fait qu'empirer les choses. En 1967, Florence luttait pour dissimuler sa dépression. La pression de la célébrité, sa douleur non résolue et son sentiment d'exclusion sont devenus insupportables. Alors que la situation s'aggravait, Florence s'est mise à boire excessivement et a pris beaucoup de poids. Elle ne rentrait plus dans ses tenues de scène, ce qui a accentué ses difficultés. Son problème d'alcool est devenu grave. Elle a commencé à appeler le manager du groupe tard le soir, souvent ivre et bouleversée. Une fois, elle s'est même présentée à un concert alors qu'elle était ivre. Intoxicée, elle fut licenciée des années plus tard. Florence admit qu'elle se croyait alcoolique et se fit même interner dans un hôpital psychiatrique. Il était clair que sa souffrance avait lourdement pesé sur sa vie et sa carrière. Mary Wilson essayait de maintenir l'équilibre, mais ce n'était pas chose facile. Elle se retrouvait souvent prise entre Ross et Ballard, tentant de préserver la paix au sein du groupe. Mary confia plus tard que Ross pouvait être exigeant et en quête d'attention, agissant souvent brutalement et blessant les autres, malgré la volonté de Mary de l'aider. Comme ses camarades, elle a souffert du stress et a connu des effondrements physiques et émotionnels durant ces années difficiles. En 1967, les Supremes se désintégraient et les 3 femmes étaient confrontées à leurs propres problèmes. Ross était tellement stressée qu'elle n'a pesé que 41 kg, tandis que l'alcoolisme et la dépression de Florence s'aggravaient. La situation a atteint son point de non-retour lors d'une réunion chez Gordy. Ce dernier a évoqué l'avenir de Florence, mais sans plan précis. Il a suggéré diverses options, allant d'une carrière solo à son remplacement au sein du groupe. Florence Ballard, accompagnée de Cindy Birdsong, qui attendait à proximité, fut de facto exclue du groupe. Elle annonça publiquement que Ballard prenait simplement une pause car elle était épuisée, mais il était clair qu'elle partait définitivement. Cindy était talentueuse, certes, mais elle n'était pas là pour bousculer les choses. Elle était là pour s'intégrer et soutenir Diana Ross, désormais la star incontestée du groupe. Ce changement rendait évident que les Supremes ne seraient plus une équipe d'égaux, Ross étant fermement ancré dans le groupe. Les tensions sous les projecteurs ont commencé à s'exacerber. Elle voulait davantage de contrôle sur l'apparence et les performances du groupe. Mary Wilson, l'autre membre fondatrice, se sentait mise à l'écart et ignorée. Le groupe subissait une pression constante pour rester au sommet, avec des emplois du temps surchargés et des tournées interminables. Tout cela n'a fait qu'empirer les choses.
En apparence, il semblait parfait, mais en coulisses, c'était une autre histoire. Les répétitions et les séances d'enregistrement étaient ponctuées de disputes, et même lorsqu'ils se réconciliaient, cela paraissait irréel. L'ascension de Ross n'a pas été facile non plus. Elle sentait la pression d'être au centre de l'attention et le ressentiment de Mary était pesant. De son côté, Mary avait du mal à voir le groupe changer autant. Le lien qui les unissait autrefois avait disparu. En 1970, le groupe ne pouvait plus continuer. Tout le monde savait que Ross prévoyait de se lancer dans une carrière solo. Le 14 janvier 1970, Diana Ross et les Supremes ont donné leur dernier concert ensemble à l'Hôtel Frontier de Las Vegas. C'était la fin d'une époque. Après avoir quitté les Supremes, elle a commencé sa carrière solo avec son premier album, Diana Ross. En 1970, le premier single de l'album, Reach Out and Touch Somebody's Hand, sorti plus tôt dans l'année, n'atteignit que la 20e place des charts. Son single suivante, Ain't No Mountain High Enough, une reprise puissante d'un tube de Marvin Gaye et Tammy Terrell, Change Tout. Il devint son premier titre solo numéro 1, restant en tête des charts pendant 3 semaines et se vendant à plus d'1 million d'exemplaires. Cette chanson la propulsa à nouveau au rang de star, lui valant une nomination aux Grammy Awards et contribuant au succès de son album. L'album Run s'est vendu à plus de 500 exemplaires, prouvant que Diana était tout aussi talentueuse en solo qu'avec les Supremes. Son succès ne s'est pas arrêté à la musique. En 1972, elle a fait ses débuts d'actrice en incarnant la légende du jazz Billie Holiday dans le film Lady Sings the Blues. La critique a adoré sa performance, qui lui a valu une nomination aux Oscars et un Golden Globe. La bande originale du film a connu un succès tout aussi retentissant, restant numéro 1 des ventes pendant plus d'1 an. Quelques années plus tard, en 1975, Diana a joué dans Mahogany. Créatrice de mode, elle a même dessiné elle-même certains costumes. La chanson thème Do You Know Where You're Going est devenue un autre, tube numéro 1 et a été nominée aux Oscars en 1978. Elle a incarné le rôle emblématique de Dorothy dans The Wiz, une version moderne du Magicien d'Oz. Bien que le film n'ait pas reçu d'excellentes critiques à sa sortie, il est devenu par la suite un film culte et a démontré toute la polyvalence de Diana. Malgré tout son succès, la relation de Diana avec les Grammy Awards a toujours été complexe au cours de sa longue carrière. Elle a été nommée 13 fois, mais n'a jamais remporté de Grammy. Sa première nomination remonte à 1965 avec les Supremes pour Baby Love, et sa première nomination en solo à 1971 pour Ain't No Mountain High Enough. Bien qu'elle n'ait jamais remporté de Grammy, elle a reçu un Grammy d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2012 pour son impact sur la musique. En 2023, elle a également accepté une distinction similaire au nom des Supremes. Ces honneurs ont reconnu son influence considérable sur l'industrie musicale, même si elle n'a jamais remporté de prix individuels. Après son départ des Supremes, M-Town Records a joué un rôle déterminant dans la vie de Diana. Elle est restée fidèle au label, travaillant en étroite collaboration avec son fondateur, Berry Gordy Jr. Ensemble, ils ont créé nombre de ses succès en solo. En 1981, elle a pris une décision audacieuse en signant un contrat de 20 millions de dollars avec RCA Records. C'était le plus gros contrat de ce type à l'époque, et il a stupéfié le monde de la musique. Quelques années plus tard, en 1989, elle est retournée chez M-Town où elle a sorti de nouveaux albums, dont Thank You. Nominée aux Grammy Awards en 2021. Son partenariat avec M-Town s'est ainsi bouclé. Preuve du lien profond qui unit Diana à la maison de disques qui a lancé sa carrière, Diana Ross a battu des records et marqué l'histoire tout au long de sa carrière. En 1983, elle a donné un concert légendaire à Central Park devant plus de 800 personnes. Diffusé en direct dans le monde entier et devenu un moment inoubliable de l'histoire de la musique. Elle a également été l'une des premières femmes afro-américaines à faire la couverture du magazine Rolling Stone en 1976. Au fil des ans, elle a reçu d'innombrables distinctions, dont la médaille présidentielle. En 2016, elle a reçu la Freedom Award et, en 2017, le Lifetime Achievement Award des American Music Awards. Elle détient même un record du monde Guinness pour avoir placé plus de titres dans les charts que toute autre artiste féminine, avec plus de 75 chansons. Mais en 1971, Diana Ross a dû faire face à une situation compliquée. Enceinte de Gordy, elle s'inquiétait de l'impact que cela pourrait avoir sur sa carrière.
Pour éviter le scandale, elle a épousé Robert Ellis Silverstein alors qu'elle était enceinte. À la naissance de leur fille Rhonda, Silverstein a assumé son rôle de père, même s'il... Connaissant la vérité, Gordy resta dans la vie de Rhonda, mais seulement en tant qu'oncle Barry Ross, qui décida de garder le secret sur la véritable filiation de Rhonda jusqu'à ce qu'elle soit en âge de comprendre. Lorsque Rhonda apprit finalement la vérité, elle le vécut bien des années plus tard. Lors d'une interview dans l'émission d'Oprah Winfrey, Ross confirme publiquement que Gordy était le père biologique de Rhonda. À mesure que la notoriété de Ross grandissait, les difficultés s'intensifièrent dans sa relation avec Gordy. En 1975, lors du tournage de Mahogany, réalisé par Gordy, ils eurent un différend artistique. Les divergences et les disputes devinrent si intenses que Ross quitta la production avant la fin du tournage. Gordy dut recourir à une doublure pour terminer le film. Leurs querelles furent exposées au grand jour et les critiques reprochèrent à Gordy de mal gérer le talent de Ross. Cet événement marqua un tournant, montrant que Ross n'était plus disposé à être contrôlé, même par une personne qui lui était chère. Diana Ross quitta les Supremes en janvier 1970, ce qui changea tout pour le groupe. John Terrell, la sœur du boxeur Ernie Terrell, Devant. Avec une nouvelle chanteuse, succéder à Diana n'était pas chose aisée. Le groupe, désormais composé de Mary Wilson, Cindy Birdsong et Jean Terrell, parvint tout de même à produire quelques tubes comme Up the Ladder to the Roof et Stoned Love. Mais leur succès n'était plus ce qu'il était entre 1970 et 1973. Les Supremes connurent plusieurs changements de formation en 1972. Linda Lawrence remplaça Birdsong, qui fit son retour en 1973 aux côtés d'une nouvelle chanteuse, Sherry Payne. En 1976, la popularité du groupe avait décliné. Elles eurent presque entièrement du mal à se classer dans les charts, bien loin de leurs années de gloire en tant que groupe phare de la Motown. Leur dernier concert, avec Mary Wilson, Sherry Payne et Susan Green, eut lieu le 12 juin 1977 au théâtre Drury Lane de Londres. Après 18 ans, une ère s'achevait. L'histoire de Florence Ballard est l'une des plus déchirantes de l'histoire de la musique. Après avoir été évincée des Supremes en 1967, sa vie s'effondra. Elle tenta de lancer une carrière solo avec ABC Records, mais sans succès. En 1971, elle vivait dans la pauvreté et dépendait de l'aide sociale. Vivant de l'aide sociale pour s'occuper de ses 3 jeunes filles, elle perdit sa maison suite à une saisie et dut emménager chez sa sœur. La vie glamour qu'elle avait menée en tant que Supreme n'était plus qu'un lointain souvenir. Le 22 février 1976, exactement 8 ans après avoir renoncé à ses droits de Supreme, Florence décéda d'une thrombose coronarienne à seulement 32 ans. Le moment de sa mort la rendit d'autant plus tragique. Les critiques ont qualifié son histoire de l'une des plus grandes tragédies du rock, un rappel du prix exorbitant que peut payer la célébrité. Mary Wilson, la seule membre originale des Supremes à être restée jusqu'au bout, a livré son point de vue sur tout ce qui s'est passé dans ses mémoires de 1986, Dream Girl, ma vie de Supreme. Elle y partage un aperçu des coulisses de l'ascension fulgurante du groupe et des épreuves qui ont mené à leur séparation. La franchise de Mary dans ce livre a créé des tensions avec Diana Ross, engendrant une brouille qui a duré des décennies. Dans des interviews ultérieures, Mary a exprimé des regrets quant à leur relation tendue, déclarant « Si je devais partir demain, je ferais en sorte que les choses s'arrangent. » Diana éprouvait également une profonde tristesse de ne pas avoir pu aider Florence Ballard durant ses épreuves, regrettant de ne pas avoir su mieux la soutenir. Ses sentiments témoignaient de la douleur persistante et des émotions non résolues longtemps après la séparation des Supremes. Malgré les difficultés personnelles du groupe, leur héritage reste inégalé. Les Supremes ont changé la musique et la culture à jamais, ouvrant la voie à des artistes noirs comme Destiny's Child et Beyoncé, et prouvant que les femmes noires pouvaient dominer la scène musicale. Leur succès, tant dans les charts qu'auprès du grand public, et leurs 12 titres numéro 1 entre 1964 et 1969, dont 5 consécutifs, constituant un exploit incroyable. Elle reste le groupe vocal américain le plus populaire de l'histoire. Au-delà de leur musique, les Supremes ont influencé la mode et redéfini l'image des femmes noires dans les années 1960, incarnant une sophistication et une élégance qui ont brisé les stéréotypes durant le mouvement des droits civiques. Les Supremes sont devenus un symbole d'excellence et de réussite pour la communauté noire. Leur capacité à toucher un public de toutes origines
était révolutionnaire et a contribué à faire évoluer les mentalités à un moment crucial de l'histoire américaine. Leur influence a largement dépassé les frontières des États-Unis, faisant d'elles des stars internationales et ouvrant la voie à une plus grande diversité musicale à travers le monde. Leur succès a également consolidé la position de Motown Records comme une référence et un symbole de réussite entrepreneuriale pour les Noirs. En reconnaissance de leur immense impact, les Supremes ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 1988. En 2023, la formation originale, Diana, a été réintégrée. Ross, Mary Wilson et Florence Ballard ont reçu un Grammy Lifetime Achievement Award. Leur histoire est un puissant rappel des hauts et des bas de la célébrité, de l'impact de la musique sur la société et de l'héritage durable de l'un des plus grands groupes vocaux de tous les temps.